Je vois beaucoup de visages que je reconnais dans le public et je présente mes hommages. Alors, désolé aussi, il y a beaucoup d'embouteillages à Dakar en ce moment. Je pense que c'est peut-être le vent nouveau qui souffle le pays et voilà, qui libère les énergies. Alors, sans plus tarder, on a parlé des désaccords. Je pense qu'on sera en désaccord ce soir. C'est une très bonne chose. Quelqu'un disait qu'il faut souvent être d'accord d'être en désaccord. Et je pense que c'est comme ça qu'on libère les idées et les énergies. Alors, aujourd'hui, cette table ronde réunit 3 brillants jeunes. Je pense qu'on est à l'ère du temps. Aujourd'hui, le pays appartient aux jeunes. Et c'est les jeunes qui libèrent les énergies pour construire ce pays. Alors, j'ai à ma droite Borso. Je pense qu'on a fait les présentations. On a parlé des biographies. Il y a mon ami Moriba, brillant activiste. On n'a pas présenté. On ne les a pas présentés. Il n'y a que Borso. Ah, d'accord. Alors, Philippe, il faut que tu me passes la biographie de Borso, Non, ça y est, c'est fait. de Moriba et de Regina. On a déjà lu Regina. Non, Borso. Borso. On a dit, Moriba, je te saute, je préfère commencer par les femmes. Alors, Oumi Regina Sambou est la directrice, fondatrice et animatrice de Afrique culturelle, où elle produit du contenu, gère la e-réputation, organise des événements comme la Semaine ivoirienne de Dakar, les conférences sur la philanthropie de Trust Africa, les cérémonies de la bourse, Claude Verlon et Ghislaine Dupont de France Média Monde, et assure la couverture médiatique de festivals comme Film Femmes Afrique, FESPACO, Maza d'Abidjan, Jeux de la francophonie en 2017. Il a également été chargé de communication et de relations médias pour diverses personnalités et événements culturels comme le festival Only French et la première édition du festival autour des Cordes de Saint-Louis. Elle est fortement impliquée dans des activités pour la communauté, ayant été présidente de l'Association de la presse culturelle du Sénégal pendant 6 ans et présidente d'honneur de la PCC depuis 2020. Elle est également cofondatrice de l'Association des femmes des médias du Sénégal. Son engagement culturel et son expertise en communication font d'Oumi Regina Sambou une personnalité incontournable dans le paysage médiatique et culturel du Sénégal. Il est alumni du International Visitor Leadership Programme du département d'État américain et du Goethe Institute. C'est Oumi Regina. Alors, à côté, il y a Mohamed Moriba Sissoko, qui est un activiste, un leader politique. Il est l'un des jeunes activistes issus du mouvement Y'en a marre, qui est une voix politique majeure au Sénégal. Moriba est le coordinateur de Face aux électeurs, un forum d'échange entre les candidats à la présidence et les jeunes Sénégalais, à la dernière présidence. Et il a dirigé des groupes de bénévoles travaillant sur la citoyenneté active et l'engagement. Il est également le fondateur de Parole à la jeunesse, une plateforme qui encourage les jeunes Sénégalais à participer aux instances de prise de décision. En 2024, il a initié Wartan Diggante Ndaw ñi, dialoguer entre qui se veut une plateforme de concertation dédiée aux jeunes leaders des partis politiques et de la société civile. Moriba est directeur académique de School for International Training, une université américaine spécialisée dans l'enseignement supérieur. Sénégal, qui propose plusieurs programmes, la sécurité mondiale, le pluralisme religieux, la diaspora africaine, l'avenir décolonial. Moriba est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Institut supérieur de management et d'une licence en histoire de l'Université Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Moriba. Merci beaucoup. Alors, le décor il est campé. On a vraiment de brillants jeunes avec nous pour être en désaccord ce soir. Alors, je pense que l'intérêt de cette rencontre, c'est un peu de parler de la situation politique, sociopolitique du pays et se projeter vers l'avenir. Il n'y a pas d'ascenseur pour le passé et heureusement, parce que ce qu'on a vécu ces derniers temps dans ce pays, c'était compliqué. Il y a eu un processus qui était au départ très poussif, autrefois dramatique et même tragique. L'opportunité a été l'organisation des élections et aujourd'hui on a un président élu. Tout est bien rentré dans l'ordre. Je pense que c'est une très bonne chose. Le Sénégal, encore une fois, montre qu'il est un grand pays et qu'il est capable d'être à la hauteur des enjeux de l'heure. Nous étions tous très stressés. Depuis des mois, nous ne travaillions plus. On ne savait pas ce qui allait se passer. Nous étions vraiment englués dans une incertitude manifeste et le pays était vraiment la risée de tout le monde. On disait que l'exception sénégalaise aujourd'hui était détruite et malheureusement,
il faut le dire, ce sont des politiciens qui nous tiennent en otage. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé cela, on se projette vers l'avenir. Ce pays doit être construit, ce pays doit vraiment être réconcilié et ce pays a besoin d'énergie nouvelle. Ce pays a besoin pour moi d'être à la hauteur de toutes les potentialités. Et la principale potentialité de ce pays, c'est sa jeunesse. Et on peut le voir avec le dernier rapport de la NFDS qui nous a montré qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais entre 15 et 35 ans constituent peut-être 60% de la population. Et je pense que, moi je n'aime pas trop quand on dit que c'est une bombe à retardement. Au contraire, pour moi, c'est une ressource. C'est une ressource qui doit être encadrée, qui doit être accompagnée. Parce qu'au-delà du Sénégal, le continent africain sera bientôt la première puissance démographique. À l'horizon 2060, nous serons autour de 2 milliards. Et la démographie est un levier fondamental quand on parle d'économie et quand on parle de développement. Alors si aujourd'hui, cette richesse principale que nous avons dans ce pays-là, c'est cette jeunesse, elle a des attentes légitimes, elle a des aspirations. Je pense que toutes ces attentes et ces aspirations se sont exprimées à travers cette élection-là qui a consacré l'élection d'un président jeune. Et donc je pense qu'on va discuter autour de ces questions-là ce soir. Alors, comme je suis à côté de Borso, j'ai commencé avec toi. Borso, tu as participé de manière assez manifeste durant ces élections-là. Tu as été sur le terrain, tu as recueilli énormément de témoignages, tu as discuté avec des Sénégalais de tous bords, de toute obédience. Tu as un peu pour moi, tu as été sur le terrain et donc tu as ressenti le pouls profond du peuple sénégalais. Moi, j'aimerais te demander de faire un témoignage par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières semaines et ces derniers mois. Comment tu as vécu de l'intérieur la situation avec les élections qui au départ ont été reportées, ensuite ont été reprogrammées, la tenue de la campagne électorale jusqu'à l'organisation même du scrutin le jour. Tu as parcouru tout le Sénégal eu égard à ton travail de journaliste. Aujourd'hui, quel est ton ressenti par rapport à ça? Très contente d'être là. C'est une question très très délicate. C'est vrai que j'ai eu à faire le tour du Sénégal plusieurs fois ces dernières années. Le micro. Je te donne celui-là. Vas-y. Okay. Vous m'entendez? Non. À peu près la même chose. Hein. C'est moi qui dois parler fort. D'accord. Voilà. Vous m'entendez derrière? C'est bon? Un peu? Okay. Donc, je disais que oui, c'est vrai que j'ai parcouru le pays plusieurs fois. Je suis partie partout, vraiment. J'ai fait le tour. Et ça dépend où j'étais. Je commence par Dakar. À Dakar, évidemment, tout le monde attendait ce jour. Tout le monde attendait ces élections et ne donnait aucune option autre au gouvernement. Dakar, c'était ça. C'était que ça pleuve ou que ça ne pleuve pas, il faut qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait ce changement qu'on voulait. Tu pars à Saint-Louis, je prends au pif des régions, tu pars à Saint-Louis, les gens veulent la même chose, mais sont préoccupés par la migration irrégulière. Beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, qui viennent de partout du Sénégal, passent par Saint-Louis, passent par Gandiol. J'ai un ami qui a garé sa voiture à Gandiol. Ce sont des migrants qui venaient d'arriver, qui ont échappé à la police, qui ont cassé le verre parce qu'ils ont vu un sac dans la voiture. Et ils ont pensé qu'il y avait quelque chose. C'est des jeunes qui ne rentrent pas chez eux parce qu'ils veulent quitter le pays. Donc ils vont rester autour jusqu'à l'autre opportunité de quitter et de prendre la pirogue pour partir. Jusqu'à cet instant-ci. Je vais en Casamance. La colère y est. Il faut montrer patte blanche pour entrer à l'époque, quand c'était très très chaud. Je pense que j'étais l'une des seules à être allée jusqu'au bout dans le quartier de Sonko à l'époque. Il fallait montrer patte blanche pour aller dans ce quartier-là. Alors, traditionnellement, j'ai préféré commencer par le roi d'Oussoui, pour aller lui dire bonjour. Comme ça, au moins, j'ai quelque chose à raconter à Ziguinchor, arrivé sur place. Et sur place, oui, les jeunes étaient là. Hein. Ils avaient tout. Des bâtons, des pierres, tout. Sauf des armes. Les armes appartenaient à qui on sait. Mais ils allaient se défendre, ils étaient déterminés à se défendre. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui avait gardé, ça me reste en tête, il avait un... Comment on dit cutting rod? Il avait un... Les trucs
C'est là devant moi. La barre La barre pour les rideaux. Les tringles, voilà. Le jeune avait sa tringle avec lui. Voilà. C'était son arme. Il était là, déterminé, il était prêt. Je les regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as là? Il rigole, il me dit, c'est ça que j'ai. Mais il était prêt à se battre. Des jeunes qui voulaient aller travailler avec leur Jakarta, parce que c'est ça que l'argent là leur permettait d'aller amener à la maison. Mais ils ne peuvent pas, parce que c'est chaud, c'est tendu, mais ils ne peuvent pas, surtout parce que s'ils essayaient d'y aller, ce sont leurs pères qui allaient les arrêter, parce que c'était injuste pour eux d'être sur le terrain et prêts à mourir, et de regarder leurs amis et leurs voisins aller au travail. Alors qu'ils ont choisi de ne pas aller au travail pour pouvoir se battre pour le pays, ou pour la libération des personnes pour qui ils se battent, ou pour le pays de façon générale. Ces jeunes-là, ils vont arrêter ces Jakarta, non seulement pour leur empêcher d'aller travailler, pour être au même pied d'égalité, mais aussi pour récupérer leur gasoil. Parce que les essenceries ne leur permettaient plus de prendre de l'essence d'une bouteille pour aller mettre le feu dans les quartiers ou dans les voitures qui résistaient. Parce qu'une voiture qui résiste, on te dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas, on te brûle la voiture. Au moins, ils ne te tuent pas, mais ils te disent de quitter et ils te brûlent la voiture. Tout ça, ça s'est passé dans le Sud, avec toute l'histoire du Sud qu'on connaît depuis les années 80. Toute cette colère-là, c'est un peuple très très fier. Très 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 fier. Je dis peuple parce que les régions ont des caractéristiques différentes. Chaque région a sa fierté. J'ai parlé de Saint-Louis tout à l'heure en Dindanda. Je parle de Gandiol, c'est Gandiol Danda. Ils ont leur propre fierté, leur propre histoire. Tout le monde, je pense, connaît un peu la bataille de Safilem pour ceux qui sont de Saint-Louis et de Gandiol. Cette fierté-là, ils ne sont pas prêts de l'abandonner, du tout. Ils ne sont pas prêts de l'abandonner. Casamance, j'en ai parlé. Je reviens là de Fass-Boye. Je n'arrête pas, je suis partie à Fass-Boye il n'y a pas longtemps avec une équipe de la BBC. À Fass-Boye, c'est la même chose qu'à Saint-Louis. Des traumatisés qui sont là. Il y a un père qui m'a dit, moi je préfère même pas que tu parles à mon fils parce que je ne sais pas à quel moment il va dérailler pendant l'interview. C'était cette semaine. À quel moment il va dérailler parce qu'il peut parler, être correct un moment et après paf, on ne sait plus. Et je ne pourrai pas le contrôler une fois qu'il aura commencé avec vous. C'est pour vous dire, il y a une colère tellement profonde que les mots que je suis en train de sortir ne peuvent décrire. À côté de ça, il y a cet espoir qui est tellement réel que quelque part j'ai pitié du nouveau gouvernement. Honnêtement, quelque part je me dis, ces pauvres gens qui arrivent, si jamais ça ne marche pas, ou pour une quelconque raison ils feront face aux réalités politiques nationales et internationales, parce que le monde entier sort à peine d'une crise, à peine. Et on n'est même pas encore sorti d'une crise internationale. On est en plein dedans. Donc dans tout ça, si jamais les gens là font quelque chose qui déraille, qui risque de ne pas leur plaire, on verra un Sénégal où la population n'a pas voté pour une personne. La population a voté pour son bien-être. Ça, il faut le retenir. Merci, je m'arrête là. Merci pour ce témoignage poignant qui montre aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'espoir suscité par l'élection de... Et tu as raison en fait, l'élection de ce projet, de ce programme, parce qu'au-delà, les populations ont exprimé une frustration. Il y a ce qu'on appelle en géopolitique l'humiliation constitutive. C'est-à-dire à force d'être brimé, à force d'être bridé, on se braque. Et quand on se braque, on peut réagir parfois d'une mauvaise manière. Et je pense que heureusement on s'est sublimé à travers les urnes. Et le peuple sénégalais a ce génie de pouvoir régler ses problèmes, ou en tout cas son contentieux à travers les urnes. Je pense que tu as effectivement raison. On a vécu une période très compliquée, voire très complexe. Du nord au sud, on a vu des vagues de jeunes déterminés, montrer à quel point ils aspiraient à un changement profond et qu'ils voulaient être gouvernés d'une autre manière. Parce que la vérité, c'est que lorsque ce régime est venu en 2012, les promesses tournaient autour d'une gouvernance sobre et vertueuse. Et je pense que c'est cette dimension immatérielle qui a été ratée par ce régime-là.
Parce que quoi qu'on puisse dire, on peut construire des monuments, on peut construire en terre, on peut construire quoi. Mais ce sont des infrastructures immatérielles qui permettent à un régime ou en tout cas à un individu de rester dans l'histoire. On va encore pour des millénaires se souvenir du plan Marshall, on va encore se souvenir de quelques lois qui ont été prises, parce que c'est ça qui transcende le temps. Et c'est ça qui reste à la postérité. Je pense que ce régime-là qui vient de venir est attendu à ce niveau-là, c'est de réconcilier les Sénégalais, mais de restaurer cet espoir-là, cette espérance, de faire en sorte que les jeunes arrêtent de partir vers un Eldorado qui ne l'est plus. L'Europe n'est plus un Eldorado. L'Europe ne doit pas être un Eldorado. Surtout que sous nos cieux ou sous nos tropiques, nous avons énormément de ressources, nous avons énormément de potentialités. Je pense que c'est là que, par exemple, ce régime est attendu, et tu as raison d'avoir peur, parce que la colère, cette colère-là qui est partagée par des millions et des millions de jeunes partout au Sénégal, si jamais cette colère-là n'est pas contenue, et pour contenir cette colère, c'est juste qu'il faut tenir des promesses. Maintenant, une opposition, ce n'est pas une gouvernance. Quand on arrive au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la rire politique. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'engagements que le Sénégal a pris depuis très longtemps, quand on sait que le dette est là, il y a l'encours de la dette qui peut-être tourne autour de 13 300 milliards et qu'on doit payer 500 milliards chaque mois. Quand il y a la dette privée aujourd'hui, c'est-à-dire la dette intérieure, nous avons des entreprises qui sont déficitaires. Quand aujourd'hui nous avons des engagements avec, surtout dans la coopération multilatérale, tout ça, il faut régler ça. Et c'est pourquoi j'ai envie de donner la parole à Moriba pour qu'il réagisse un peu autour de l'état de droit. Moriba, tu es un activiste, tu as fait, ou je ne sais pas si tu fais toujours partie du mouvement Y'en a marre. Vous avez fait face à un régime en 2012, un autre régime est venu. Nous avons vu que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Aujourd'hui, il y a encore ces difficultés qui perdurent. Il y a encore cette demande forte et fondamentale de l'état de droit. Pour moi, on nous a sevré de l'état de droit. Un président de la République s'est levé à 12 heures de temps ou 10 heures de temps d'une élection présidentielle et a osé reporter de cela sans nous donner des raisons valables. On a vu une loi scélérate, incomprise, votée à l'Assemblée nationale, mais heureusement, on a une institution qui aujourd'hui est encore la vigie de notre démocratie, la vigie de notre République, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui a dit aux uns et aux autres, la récréation est finie, on va aux élections parce qu'il s'agit du mandat, qu'il s'agit de la durée, ce sont des clauses intangibles qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent au peuple. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors, si tu dois réagir par rapport à tout ce qui s'est passé depuis quelque temps, la violation de cet état de droit, mais aussi si tu dois te projeter dans l'avenir, parce que ce régime aussi est attendu à ce niveau-là, c'est-à-dire réconforter cet état de droit et l'approfondir. Qu'est-ce que tu dois dire par rapport à tout ça? Merci Thierno. Merci Thierno. Merci à Arao pour cette invitation. Et merci pour la question. Je pense que nous avons tous constaté, avec Macky Sall, c'était la catastrophe. Et pour plusieurs raisons. Et moi, cette catastrophe, même, je la considère comme de la violence. Et à votre question, je répondrai tout simplement que face même à l'état de droit, nous avons fait face à de la violence, vous l'avez dit. Et Macky a été, ou le régime de Macky a été l'un des artisans d'une terminologie qui est teintée de violence. Le mot report n'était pas un mot violent, il l'a été le 3 février. Le mot mandat dépôt, il était violent souvent, mais il l'a été sous le régime de Macky. Parce qu'on a constaté que pour un rien, pour un post Facebook, des amis ont été envoyés en prison. Oui. Ils ont passé au moins 9 à 1 an pour des émojis. Donc, au-delà même de l'aspect juridique, des termes, vous voyez, état de droit, il a créé une littérature autour même de la violation de l'état de droit. Restriction d'Internet. Il fut un temps, on ne savait pas ce que cela signifie. Mais il a fallu Macky Sall pour qu'on puisse savoir que restriction même pouvait être de la violation. Et je peux en citer 20 ou 10 000 mots que l'État du Sénégal a créés et qui a fait en sorte que ce terme-là puisse devenir, en tout cas, des violations de l'état de droit. Mais ce qui a été plus flagrant pour moi, en matière de violation de l'état de droit,
c'est de faire en sorte que ça devienne un droit. Oui. Et que les jeunes, majoritairement, en soient fiers. Il est arrivé un moment, être sous mandat de dépôt, c'était une fierté. Et c'est grave. Il est arrivé un moment, envoyer Hannibal ou Ben ou Junior que j'ai invité, qui est un jeune du Pastef, qui a assez souffert, qui s'est exilé, qui est revenu, aller en prison était une fierté parce qu'au moins il était libre en prison. Parce qu'au dehors, il pouvait être arrêté. Wow. Et je peux en citer. Mais je pense qu'au regard de tous ces faits, il y a de l'espoir. Et cet espoir, moi je la ressens à travers l'élection de Bassirou Diomaye. Personne ne s'y attendait. Tous les analystes se sont dit qu'il fallait un second tour. Et les Sénégalais ont venu, ils ont tranché. Parce qu'en réalité, et comme tu l'as bien énoncé, ce n'était pas une personne qui intéressait, mais c'était nous, notre bien-être qui intéressait. Et je pense, à partir de ça, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Et pour cela, il faudra que nous joignions les mains, l'écoute et les épaules. Vous reprenez? Je dis... Non, parce que j'ai un problème d'édition. D'accord. Non, je disais, tous les analystes ne s'attendaient pas à un premier tour. Okay. Parce qu'en réalité, l'idée c'était les candidats, les coalitions. Mais le peuple, en tout cas, les votants, ils ont prouvé en réalité que c'est leur bien-être qui était plus important. Et je pense qu'en votant Diomaye, ils sont allés au-delà. C'est-à-dire le non-dit. Et je pense que c'est là où l'on devrait réfléchir. Quel est le non-dit qui se cache derrière le fait de n'avoir pas voté Khalifa, Idi, Pur, etc. Et ce non-dit-là, c'est qu'il faut que ces gens-là bossent. Maintenant, pour moi, pour bosser, il y a différents programmes qui ont été élaborés. Chaque candidat, en tout cas, a dit, par rapport à l'état de droit, je ferai ceci, il y a la réforme du conseil, du haut conseil, je ne sais pas. Ils ont en tout cas dégagé les aspects sur lesquels ils vont travailler, en tout cas pour faire en sorte que les libertés puissent être des libertés, en tout cas, que les Sénégalais ont accès. Et dans ce sens, il y a une forte poussée que la jeunesse doit faire. Moi, je pense que, voilà, nous, on a eu à lancer Wartan Digante Ndaouni, qui veut dire dialoguer entre jeunes. Parce qu'au bout du compte, c'est qu'il y avait rupture de dialogue. Quand aujourd'hui l'on se réjouit du fait que Macky Sall ait rencontré Bassirou et qu'il y ait un Sonko, mais cela aurait pu se faire il y a 2 ans, 3 ans. Et on aurait pu éviter tout ce bain de sang, on aurait pu éviter tous ces pertes en vies humaines. Et même tout ce temps que les gens ont passé en prison. Pourquoi on n'a pas pu avoir cette rencontre-là bien avant? Et là, il faut qu'on y réfléchisse. Oui. Et je pense que c'est là où l'on devrait... C'est dans ce sens-là qu'on devrait pousser la réflexion et essayer de voir quelle est la part du non-dit dans les programmes politiques. Et ce non-dit-là aussi, ce n'est pas que dans ces espaces-là qu'on les aura. Ce non-dit-là, c'est le Jakartaman là que tu cites. C'est ce jeune de Ziguinchor qui dit, nous on a des ressources, nous on est fiers, nous on est Diola, nous on est unique. Mais en Ziguinchor, il n'y a pas que les Diola, il y a les Mandjak, il y a etc., etc. Et on a besoin de vivre dans de très bonnes conditions. C'est ce même jeune-là qui a pris la pirogue, et cela revient aussi à la violation de l'état de droit. On n'en parle pas. J'ai été à Saint-Louis, comme madame, j'ai rencontré une dame, et on discutait un peu de l'immigration clandestine. Est-ce que vous savez, la fermeture de l'UCAD a poussé beaucoup de jeunes à immigrer. Et beaucoup de ces jeunes-là ont péri en mer. Je vous raconte une anecdote. L'un de mes meilleurs amis, Papito, il est mort. Oui. Papito Kara fut un influenceur qui a été arrêté par la cybercriminalité parce qu'il faisait des interviews où il encourageait et inspirait les jeunes à aller en politique, à s'investir, à s'engager. Par ironie du sort, nous connaissons c'est les gens qui l'ont arrêté. Et quand il est décédé, ils sont revenus vers nous, puisque nous avions été les seuls qui sont allés à la cybercriminalité pour nous enquérir de sa situation. Quand l'officier en personne nous a appelés, on s'était triste. J'ai vu sur les réseaux que telle personne est décédée. J'ai dit affirmatif. Je parlais un peu du décès de l'un des influenceurs, à savoir Papito, qui est décédé en mer. Et les raisons sont connues parce qu'il faisait froid, il n'a pas supporté. Après 5 jours de traversée, il est décédé.
par la force des choses, nous connaissons ceux qui ont monté le piège, qui l'ont arrêté, etc. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais la personne concernée, quand elle nous a appelé pour nous dire que telle personne est décédée, est-ce que vous confirmez? Nous avons confirmé. C'est juste vous dire à quel point l'état de droit a été bafoué. Et ces mêmes personnes nous ont appelé quand Bassirou a été élu pour nous dire, là, maintenant nous sommes convaincus que vous êtes des personnes engagées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter sur l'état de droit. Mais souvent, dans nos discussions, j'évite d'être dans le langage formel institutionnel. Je veux juste parler comme un simple Sénégalais qui réfléchit tout bas et qui vit des choses et qui voudrait que les gens le comprennent. L'état de droit a été bafoué à un point qu'on ne peut pas décrire. Une famille, toute une famille a été arrêtée parce que le fils aîné et du pasteur, il a fui aux États-Unis. On a arrêté jusqu'à arrêter un bébé de 2 mois. Je vous raconte aussi une histoire. Je pense qu'on est dans des accords, on peut raconter beaucoup d'histoires. Nous avons été au camp pénal. On a organisé une cérémonie de dépistage. Le camp pénal, c'est la prison des femmes. La MAF. Nous avons eu la chance de faire la traduction parce qu'il y avait 2 SICAP qui n'étaient pas sénégalais, ils ne parlaient pas wolof. Donc, j'étais là, le gars il demandait, il posait des questions sur Patrick. Bon, qu'est-ce que tu dormais? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'a amené en prison? Etc. etc. Et là, j'ai senti de la peine pour une personne qui a été arrêtée pour un rien et qui a passé au moins 7 à 9 mois en prison. Elle n'a pas été auditionnée. Au sortir de la MAF, l'idée c'était même d'écrire un poste. Mais puisque voilà, nous avons une autorisation, le capitaine, le colonel, je pense, j'oublie son nom, ne voulait pas qu'on fasse de poste de communication autour de ce que nous avons eu comme information. On s'est tué. Mais c'est juste pour dire que si on s'en limite qu'au mot état de droit, bon, ce serait vraiment simpliste, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est de la pure méchanceté. Et il y a pire. On parle de mort, mais les blessés, on ne parle pas de blessés. Il y a un jeune qui a toujours une balle à l'épaule. On ne peut pas l'extraire. Le docteur nous dit, le jeune, il va mourir avec cette souffrance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais m'en arrêter à ça. Merci Moriba. Je pense que tu as eu raison de parler pour cette majorité silencieuse, parce qu'effectivement, c'est cette majorité silencieuse qui a vécu dans sa chair la douleur que ce régime nous a fait subir pendant 12 ans. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi il faut parler d'état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel l'État, d'abord, au premier chef, respecte le droit, respecte la loi. C'est un état dans lequel des nervis ou même des policiers qui, c'est vrai, maîtrisent la coercition, ne doivent pas tirer sur des jeunes de 21 ans, de 22 ans, pour les tuer, surtout dans les universités. Un état de droit, c'est un état dans lequel, lorsque des gens manifestent de manière libre, ils doivent être encadrés et non tués. Ils ne doivent pas subir le courroux de policiers qui sont là pour encadrer cette marche. Un état de droit, c'est un état dans lequel les gens doivent s'exprimer de manière responsable, mais ne doivent pas aller en prison pour juste un post Facebook. Un état de droit, c'est un état dans lequel des jeunes ne doivent pas aller en prison, rater leur année scolaire, ou des familles entières conduites en prison juste parce qu'ils ont émis une opinion qui était contre le régime en place. Un état de droit, en fait, c'est un état qui protège ses citoyens. C'est un état qui encadre ses citoyens et c'est un état dans lequel les gens sont libres de s'exprimer. Et c'est ça le sens de la Constitution. La charte fondamentale qui nous lie, c'est une charte fondamentale non seulement qui encadre nos libertés, mais aussi qui est le garant de nos droits, mais aussi qui assure notre diversité et notre désaccord. Et c'est ça un état de droit. Malheureusement, cette majorité silencieuse, comme tu l'as effectivement dit, cette majorité silencieuse qui s'est exprimée le dimanche dernier, c'est une majorité silencieuse qui disait que nous ne sommes pas dans les partis politiques. Les partis politiques et les militants ne font pas 2 millions de Sénégalais. Nous avons un système électoral dans lequel, et c'est peut-être
aussi cet état de droit et la refondation même de nos institutions doit s'intéresser à ça. Parce que notre système politique et notre système électoral fait que c'est 5 millions de personnes qui sont appelées aux urnes. Dans les 5 millions, c'est environ 4 millions de personnes qui votent. Et dans les 4 millions, c'est 3 millions qui élisent un président. Donc un président est élu par 3 millions de personnes, mais il doit gouverner 18 millions de personnes. Il y a une certaine contradiction dans cela. Et tout cela, on le met dans la corbeille de cet état de droit et même de cette réforme institutionnelle que nous appelons de tous nos voeux. Parce que si nous voulons que le Sénégal change, si nous voulons un Sénégal dans lequel il y a la liberté, il y a aussi l'égalité de tous les citoyens devant la loi, ces questions-là doivent être mises sur la table. Mais aussi, il y a un substrat fondamental, c'est-à-dire c'est ce vivre ensemble qui nous détermine, qui a été le ciment de notre évolution depuis la naissance de cet État-là en 1960. Et pour comprendre ce vivre ensemble-là, pour moi, il faut convoquer quelque chose de fondamental. Léopold Sédar Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout projet de développement. Et je m'en vais alors interpeller Oumi Régine Ensemble, qui est une actrice de la culture, qui travaille dans ce domaine depuis très longtemps. Régina, j'ai envie de te poser la question, quelle est la place de la culture dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on a traversé ces dernières années et dans ce qu'on va vivre les prochaines années? Dans tous les villages, il y avait le bench, où tout le village se retrouvait, où les gens discutaient. Mais aujourd'hui, ces espaces de dialogue n'existent plus. À un moment donné, on s'est leurré, on s'est menti, on s'est dit que ce sera sur les réseaux sociaux. On a vu, ça n'a pas été le cas. De 2012 à maintenant, on a vu les réseaux sociaux, c'est un espace où au final on risque sa peau en disant son avis. Si vous êtes arrêté et que vous allez en prison, vous avez de la chance. Il y a des gens qui ont eu droit à des expéditions punitives, qui ont été battus, qui se sont tout simplement retirés des réseaux sociaux pour ne plus faire les... Il y a des gens qui ont été virés de leur boulot. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans ce pays. Aujourd'hui, on est à l'ère du pardon, comme on le dit, comme si on sortait d'une guerre. Moi, dans mon pessimisme naturel, et on essaie de repartir sur de bonnes bases. Tu es un oiseau dans mauvais augure. Je te dis clairement, je suis allée très loin. Moi, je n'avais pas cru que le 24, ça allait se passer comme ça et que Bassirou Diomaye allait gagner. Et on est nombreux. Peut-être je l'assume aujourd'hui, mais on est nombreux à avoir pensé ça. Aujourd'hui, la dernière fois, j'en parlais avec mon groupe d'amis du réseau des blogueurs, je leur ai dit, à un moment donné, il faut qu'on se rende compte aussi que nous, notre génération, on est complètement largués. Oui, et tu disais qu'il y a de 15 à 35 ans, ils se représentent plus de 65% de la population, mais nous, dans notre écrasante majorité, nous avons tous fait des analyses foireuses. Oui. On ne l'assume pas rétrospectivement, on se réjouit que Diomaye soit élu, que Diomaye représente l'espoir et que même, je vais pousser plus loin, les grands optimistes, ils ont dit que c'est bon signe parce qu'il a plu le dimanche. Oui, il a fait super froid toute la journée, ça veut dire que la gouvernance de Diomaye sera cool. C'est les pangos. Mais on se ment. On sait que ça ne va pas se passer comme ça. On sait que rien ne va dans ce pays et qu'il y a tellement de fractures et tout, mais on préfère tous faire la politique de l'autruche. On a vu les photos hier, elles étaient magnifiques. Même une de ces photos est devenue ma photo de profession WhatsApp. Mais c'est vraiment, j'ai fait avec beaucoup de colère. Parce que c'est ma façon de leur dire, excusez-moi, merde à tous quoi. Parce qu'on pouvait y arriver. C'est clair qu'on pouvait y arriver, ça nous aurait fait économiser plus de 60 personnes qui sont mortes pour les personnes que nous savons. Ceux qui ont pris les pirogues. À un moment donné, on se disait, personne ne voterait pour Diomaye parce que ceux qui étaient censés voter pour Diomaye, moi, ils ont pris les pirogues ou ils sont morts au Nicaragua. Mais c'est pas ça. Il y a des jeunes qui sont là, qui y croient. Et ces jeunes, ils ne vont pas laisser aujourd'hui ces gens-là gouverner. Et parlons de la place de la culture. Au Sénégal, quand on parle de la culture, on parle du cousinage à plaisanterie. À quel moment c'est intervenu durant tout ce qui s'est passé entre 2021 et maintenant? Bonne question. Non, on n'en a pas parlé. Un Alpulaar qui a grandi chez les Sérères a malmené un Djola et puis au final, après on s'est servi d'une Sérère et tout. Et après, ça a sérieusement remis en cause les fondements même de notre société. Personne n'a trouvé que c'était important. Les gens qui ont essayé de faire
des initiatives culturelles. Je me souviens, tonton Pape Massensen a fait une action au niveau de Fatigue où ils ont essayé de revivifier cette histoire et tout. Mais ça n'a absolument intéressé personne. Parce qu'on était à l'ère du gatsa-gatsa. Mais certains de nos politiques n'ont pas de culture aussi. Oui, tous nos politiques, pour la plupart, en ce moment, tous nos acteurs politiques, vous les avez vus aller à des expos? Non. Vous les avez vus aller au cinéma? Notre président qui sort dit que son livre de chevet, c'est Paulo Coelho, je ne sais pas. Oui, c'est quand même grave. Il ne cite même pas les auteurs africains. Est-ce qu'il les connaît? En même temps, bon, je vais me taire. Je vais me taire. Attention à l'arrogance. Je vais me taire. Donc il y a tout ça. On l'a vu, la plupart des grands événements culturels, quand ils annoncent des actions envers la culture, on a vu à un moment donné combien de temps ça a pris entre le FOPICA qu'on a mis en place, qu'on va doter d'un fonds de 1 milliard. L'année suivante, quand Alain Gomis a eu à son deuxième étalon du Yenenga, on dit que ça passe à 2 milliards. Et jusqu'en 2021, ce n'était pas le cas. Et le FOPICA ne fonctionnait pas de façon tout à fait. Quelqu'un m'avait dit qu'on leur avait dit pour décaisser les fonds, les gens du Trésor, ils réclamaient 200 millions du FOPICA. Parce que c'est comme ça que fonctionne ce pays. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'avec le nouveau Messie, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les choses vont changer, mais rien ne va changer. Il faut que le Sénégalais accepte que le Sénégalais en lui-même est problématique. Aujourd'hui, cette jeunesse, nous sommes très contents et très fiers de dire que la jeunesse que nous avons et tout, mais quelle jeunesse que nous formons? Aujourd'hui, dans ce pays, les écoles publiques ne marchent pas. Dès que vous avez un peu de sous, vous enlevez vos enfants de l'école publique pour les amener dans une école privée. Et vous vous privez en perspective de leurs études post-bac pour qu'ils puissent aller dans un pays qui se respecte, avec des universités publiques qui se respectent. Vous n'envisagez pas d'envoyer vos enfants pour la plupart à Cheikh Anta Diop. Sinon, vous êtes en train de voir les instituts qui sont au sein de Cheikh Anta Diop. Moi aussi. Oui. C'est ça. Cheikh Anta de quelle année? Est-ce que c'est Cheikh Anta de quelle année? C'est toujours Cheikh Anta. C'est toujours Cheikh Anta. C'est toujours Cheikh Anta. Enfin bref. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Oui, c'est ça. Mais en fait, au Sénégal, quand les gens ont le choix, c'est vraiment quand... Oui, il faut le dire. Oui, quand le choix se présente beaucoup... Mais il y a beaucoup de gens, ils ont amené leurs enfants vers les écoles privées parce qu'ils savent que dans les écoles privées, peu importe le classement, vous aurez une préinscription. Alors que c'est les 3 premiers dans une école publique qui ont droit à une préinscription. Voilà. Donc c'est ça. En fait, faut pas... Oui, nous voulons bien arborer fièrement le drapeau sénégalais, nous dire que nous allons nous habiller en Made in Sénégal, alors que on sait qu'on ne produit absolument rien. On parle de la nécessité d'industrialiser, mais depuis le temps, depuis qu'on est indépendant, même les usines qu'il y avait ici, il n'y en a plus. J'ai grandi avec des gens qui me parlaient de bâtard, de Sotiba. Et les élections Miss, les Miss étaient en boîte sur Sotiba. Mais aujourd'hui, nos élections Miss, nous portons quoi? Et même, regarde comment on a dévalorisé. Il y avait tellement de choses culturellement qui avaient du sens, qui faisaient du sens et qui aujourd'hui n'existent plus. Et même pour l'existant, mais dans quelles conditions? Il y a un moment, il faut poser les vraies questions. Aujourd'hui, nous allons nous dire que nous sommes dans un espace culturel. Raw matériel, ça fait partie des espaces qui marchent. Oui. Et en ce moment, au Sénégal, parlons peu et bien, les espaces qui marchent sont soutenus par le privé. Que fait notre État? Le centre culturel Blaise Senghor, maintenant, s'il redevient dynamique, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ambassades qui sont derrière, qui soutiennent. Dans les régions, est-ce que les centres culturels fonctionnent comme il se doit? Je vois de plus en plus de jeunes qui vous disent qu'ils ont envie de lire, mais qui ne savent pas que dans la plupart des centres culturels, il y a des bibliothèques. Tout ça, c'est problématique. Oui. On aime faire comme si, genre et tout, alors que, quelque part, disons-nous la vérité, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se dise les choses. Aucun président ne va absolument rien changer. Il y a nous qui devons penser à changer les choses, nous qui devons nous parler, peu importe les classes d'âge. Nous devons parler aux plus jeunes, nous devons les sensibiliser sur certaines choses. Les plus jeunes ont créé leur propre truc de valeur. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, je me retrouve complètement larguée. Bon, partout, on m'appelle Tata et tout. Je parle à des jeunes, ils parlent, mais après, j'ai besoin d'un décodeur pour comprendre. Oui. Et pourtant, c'est pas si loin, quoi. J'ai pas 10 ans de plus que. Mais si vous essayez de me faire utiliser TikTok ou Snapchat, je suis complètement larguée. Et tout ce qui se passe autour, moi j'ai besoin de choses et tout. Je vais voir mon neveu, il me dit ouais, je vais te trouver ça sur Snap. Je fais, j'ai Snap.
mais je ne sais même pas comment utiliser l'appli. Donc il y a un moment, il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on se pose et qu'on remette vraiment. Et la culture doit être au centre, oui, la culture doit être au centre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal, si on en est là aujourd'hui, ce petit pays insignifiant, qui est magnifique, naturellement, hein, nous avons plein de choses. Moi, je trouve que, voilà, ça fait partie de mes plaisirs, c'est pour ça que j'adore voyager, c'est juste revenir survoler Dakar. Oui, parce que nous avons un beau pays que nous gagnerons à valoriser. Tu ne le survoles pas en journée, j'espère. Tu parles de la nuit. mais même, regarde, quand tu fais comme ça, tu descends l'océan et tout, elle est magnifique. En plein jour. C'est vrai qu'après, on fait abstraction des pauvres, bordures, des trucs comme ça, on fait genre, mais la corniche, elle est magnifique. Quand on va dans le sud, c'est la même chose. Quand on va tu vois un architecte qui est en train de sourire dans la... Oui, non, tu vois, on a un pays qui est magnifique. Ils ne sont pas d'accord, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Donc on a un pays qui est magnifique, qui a beaucoup de ressources et qui aujourd'hui, s'il brille sur le plan mondial, c'est partant de ces hommes de culture, de sa culture, de ses traditions. On parle du Dakar, on parle du Sénégal, on parle du Tchiboudjen. On parle du Sénégal, on parle de l'élégance des femmes sénégalaises. On parle du Sénégal, on parle de la musique, de la bonne musique, des musiques traditionnelles. On ne parle pas seulement de Youssou Ndour quand on parle du Sénégal. Il y a Baba Mal, il y a Ismaël Lolo, il y a Touré Kunda aussi. On parle du cinéma. Il y a tellement de grands noms, mais il y a tellement d'autres cinéastes, d'autres pays qui avaient des décors naturels dans le Sénégal aujourd'hui, mais tout ça nous sommes en train de détruire parce que nous réfléchissons sur absolument rien. Quand on ne détruit pas nos décors naturels avec des industries là, aujourd'hui avec les zircons et tout, le désert de Lompoul, on est en train de le perdre, le lac Rose, on est en train de le perdre. Il y a énormément de choses et tout ça, on savait comment les préserver parce que nos savoirs traditionnels et nos savoirs culturels étaient préservés, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et il va falloir, je le répète, qu'on se pose, qu'on se parle et qu'on mette les choses au centre, surtout la culture, pour pouvoir faire avancer ce pays. Merci. C'est que non seulement la culture, c'est l'ossature sur laquelle on bâtit un pays, mais aujourd'hui, il y a un rôle de soft power que la culture pourvoit au reste du monde. Un pays aujourd'hui comme le Qatar, malgré toute la campagne de dénigrement qui a été orchestrée en amont de l'organisation de la Coupe du Monde, les gens qui se sont rendus dans ce pays-là ont aimé ce pays-là parce que ce pays a été attractif et leur a proposé un projet culturel, infrastructurel, mais sportif très intéressant. Auparavant, 4 ans auparavant, en Russie, on avait l'habitude d'avoir une peur pour Vladimir Poutine. On pensait que les Russes étaient des gens rustres, étaient des gens froids, on ne les aimait pas. Mais ça pose la question de la perception que nous avons vis-à-vis des gens, des pays, etc. Et la perception, elle est liée par la culture. Les États-Unis vendent ou pèsent de tout le poids dans le monde à travers leur culture, leur cinéma, leur musique, etc. Un pays comme le Nigeria aujourd'hui est sur la page dans le monde à travers sa culture, à travers sa musique, etc. Le Sénégal aujourd'hui n'est pas un pays très important économiquement. Peut-être il est diplomatiquement, mais culturellement, nous avons engendré de grandes personnalités culturelles, de Sembène à Elan Demis aujourd'hui, en passant par Ousmane William Bayi, etc., etc. Notre Tchiboudjen aujourd'hui, qui a été labellisé, les signards, etc., nos infrastructures culturelles, etc. Le Sénégal marche, le Sénégal est important parce que nous avons Youssou Ndour, nous avons Sadio Mané, etc., etc. La culture, elle est fondamentale. Non seulement elle apporte énormément en termes de devises, elle peut développer un pays, mais aussi elle peut permettre de faire rayonner un pays. Mais je pense que ce que tu as dit aussi, c'est important. La culture, c'est de la stratégie. Ce n'est pas uniquement du folklore. Malheureusement, nous n'avons pas, je pense, aujourd'hui, depuis très longtemps, à la tête de nos départements culturels, des gens qui comprennent que la culture, c'est un plan stratégique. Il faut le développer, il faut le mener, il faut le penser, il faut se projeter vers un temps long. La culture, ce n'est pas uniquement donner de l'argent à des musiciens ou financer des concerts, etc. C'est au-delà de cela, c'est emblématique, c'est symbolique et ça permet un peu de charrier beaucoup de choses. Je pense que, merci en tout cas par ta prise de parole d'avoir inauguré le désaccord. Je pense que les gens ont vraiment été en désaccord avec toi. Et je pense que Moriba, tu as envie de dire quelque chose. J'espère que tu seras en désaccord parce que... Je suis déjà en désaccord avec lui. Alors, vas-y. Plusieurs raisons. Mais je pense que la culture a joué son rôle. Hein. Franchement, bon, du côté des jeunes, quoi qu'on puisse dire, un artiste comme Nildoff, il n'a pas hésité à prendre la parole et à dire
qu'il faut que des choses changent. Ben, tu ne limites pas la culture de la Oui, c'est ça. c'est pas qu'à ça, pas qu'à ça. Non, j'en viens au monde de l'art. Oui. On a vu la dernière production qui a été faite par des artistes, les Moussa Sen Absa, pas que lui, mais il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus, qui ont fait une vidéo pour dire ça suffit. Je prends le cas de Mati Diop, en Germany, en Allemagne, quand elle a reçu son trophée, elle a parlé du Sénégal. Exactement. Elle a aussi parlé, tu vois, de Gaza et tout. Mais moi, la culture, hein, chaque fois quand je parle, hein, je sors de ma casquette de maîtrisard ou de NB, quelqu'un qui a le master. Je parle comme un simple Sénégalais. Les Sénégalais ont développé une nouvelle culture, elle l'a bien résumé. Les gens ils sont sur les réseaux sociaux parce que c'est là où ils s'expriment et ils ont différentes manières de s'exprimer. Tu vois. Bon, c'est une portion congrue aussi. Les réseaux sociaux, c'est pas le Sénégal. Exactement. Non, je veux juste faire comme... En fait, je veux pas que l'on... Souvent, parce que dans nos réflexions, nous on a le privilège d'être à Rao. Si on était aujourd'hui à Kermassar et qu'on leur demande est-ce que la culture a joué un rôle, ils vont te dire le mbeur Tafa Khawamber, le lutteur, qui est un lutteur, qui a dit hey, Macky Sall arrête. Il te dira Guigui, qui est un lutteur, et on sait quelle place occupe la lutte au Sénégal. Ils ont dit à Macky Sall arrête. Guigui, avant-hier, quand il a été invité à une émission, il a dit carrément, je remercie, je félicite le président élu, Bassirou Diomaye Faye, parce qu'il avait des prises de position qui étaient claires. Ça, c'est ce que les gens qui, d'une part de la culture, ont eu à prendre position. Maintenant, nous, dans un format assez classique, académique, on peut étendre la culture, tu vois, à etc., etc. Voilà. L'autre chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Regina, je pense qu'on s'est battus tous et toutes, étant partisans, étant non partisans. Moi, je me réclame de la société civile. Actuellement, je dis aux gars, je suis la société civile au pouvoir. Vous savez pourquoi? Je ne serai plus arrêté. Personne ne va m'arrêter. Je peux sortir aujourd'hui, je dis à Bassirou Faye, tu es vilain. Personne ne va pas m'arrêter. Et je le dis pourquoi? Moi, j'ai été aux États-Unis en août. Ils m'ont dit ne reviens pas. Tu reviens, tu vas en prison. Je reviens, je l'ai dit à personne. J'arrive à l'aéroport, on m'exfiltre. Ils prennent mes empreintes, gauche, droite. Le mec, il me dit, sors d'Amélie, dans l'Amérique. J'en passe. Et ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que j'ai vécues. Quand les gens ont été arrêtés, je fus l'un des rares qui faisait le tour des commissariats. Ce n'est pas des choses que j'invente, du point E au commissariat central, pour au moins donner de quoi prendre le petit déjeuner ou le déjeuner. Et à l'époque, aucun leader du PASTEF n'osait le faire. Donc, vous savez, donc maintenant il y a de l'espoir. Maintenant, comment on va bâtir un Sénégal nouveau autour de cet espoir-là? C'est là où Regina devrait être utile, parce qu'elle est du monde de la culture. C'est là où moi je devrais être utile, c'est là où chacun d'entre nous, ici présent, devrait être utile. Quand on parle même de la création, refashion, mon ami Djibril, Niofar, Kamal, à l'échelle de leur production, les Sénégalais le consomment. Moi, je ne suis pas riche, mais j'ai à least 3 à 4 Niofar. C'est des paires à 150 000. Mais je me bats au moins pour soutenir. Et je ne suis pas le seul. J'ai des Kamal. Je n'ai pas voulu amener mes Kamal ici pour qu'on dise que bon, on a déjà fait et tout. Mais l'industrie que nous avons, nous la soutenons. Quand il faut qu'on arrête. Là, nous, on a ces moyens-là qui sont à notre disposition. Faisons en sorte de grandir avec ces moyens-là. Sinon, même si on descendait Dieu au Sénégal, rien ne réussirait. Parce qu'on serait dans la rêverie. Ce qu'on peut faire, si on veut aider la culture sous ces différentes formes, il faut qu'on accepte que nous, on n'a pas de Prada, on n'a pas de Louis Vuitton, on renforce ces petits. Et qu'on l'accepte. Pas qu'on se dise, on va créer Solida ou Solefitex, etc. Ça ne va pas marcher comme ça. On le fait à l'échelle de nos réalités. Et on fait à l'échelle de nos réalités en comprenant que parmi ces 70 ou ces 100, ces 18 millions de jeunes, la perception que les gens ont de la culture est totalement différente de la perception que les gens qui se retrouvent dans les cafés, dans les agoras ont de la culture, et qu'on aille vers ces gens-là. Moi, c'est ce que je prône toujours. Je suis de l'école décoloniale, de l'école de ceux qui prônent, en tout cas, une perspective décoloniale, des connaissances, du discours, de tout. Parce que le discours colonial, c'est le discours parfait qu'on va servir aux gens et qui ne va jamais les booster.
qui ne va jamais les booster. Même la culture aujourd'hui, la culture de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que les jeunes font? Ils ont un Jakarta. Ils ne vont pas aller créer du Ninea ou du chercher un permis de conduire ou ensuite avoir une carte grise. Ils vont se taper un Jakarta, ils vont sortir de l'agression, ils vont avoir 6 000 francs, donner aux gars les 2 000, gérer les 3 000. Et il n'y a plus d'agression. Comment nous, dans nos logiques de penseurs, de je ne sais quoi, comment on peut renforcer ces gens-là et faire de véritables entrepreneurs, sachant que ces jeunes-là, demain, à 45 ans, tu ne pourras plus conduire un Jakarta parce que tu es âgé, tu n'auras pas de retraite. Quelle sera la reconversion? Et c'est dans ce sens-là qu'on pourra changer ce pays-là. Je le dis et je termine par ça. Bachirou, je ne sais qui est au pouvoir parce qu'il y a Bachirou tantôt, il y a Sonko, je ne sais pas. Il y a Mohamed Bachir de la mosquée ce matin, cet après-midi là. Voilà, il y a Mohamed de Bachir Diomaye Faye. Voilà. Ça marche, oui. De toute façon, on ne sait pas qui gouverne. On ne sait pas s'ils sont même en connivence avec Macky, on ne sait pas parce qu'on dit Macky a sacrifié son candidat pour. Bon, ça. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, si cette personne échoue, on aura tous échoué. Et chacun à l'échelle. Tout à fait. À l'échelle de nos opportunités, à l'échelle de nos responsabilités, à l'échelle de nos connaissances, faisons avancer le Sénégal à partir de ce que nous sommes. C'est ce que j'ai comme discours. Merci. À ma il y a beaucoup de points sur lesquels je suis en désaccord avec toi, Boriba, mais je ne vais pas intervenir, je vais rester pour... Non, allez. Tellement, depuis 17 h, il m'a dit que nous serons en désaccord. Et il est tellement pressé d'être en désaccord. J'ai envie de te soutenir, mais je vais te donner la parole tout à l'heure. Ok. Mais vas-y, Borso. Il y a tellement de choses qui ont été dites ici que je ne vais pas répondre, ce n'est pas l'objectif. Ce que j'essaye de faire, déjà, Régina, moi je ne me mets pas en désaccord avec toi. Raw a eu toujours l'idée d'être égal, de donner l'égalité des chances homme-femme, homme-femme. Donc, quand on n'est que deux, on va essayer de gérer. On essaie de gérer la situation. Hein. Merci à toi, Philippe, et à tous les autres qui ont organisé. Mais donc, on n'est pas en désaccord. Naturellement, toi et moi, on est ensemble. Mais enfin, en dehors de ça, dès l'entame de tes propos, tu m'as rassuré en me disant que tu es naturellement pessimiste, ce qui est complètement le contraire de Borso. Donc, ça règle la chose. Oui, mais je sais au moins où je me mets parce que je sais qu'on ne partage pas ce trait de caractère. Super. Elle reconnaît qu'elle est pessimiste, ça la fait réfléchir, ça fait booster son sens critique et tout, c'est tant mieux. Moi, je suis optimiste. Et je pense que je partage toujours, tout est basé sur mon vécu. Et vous verrez où je veux en venir en fait. Adolescente, jeune étudiante à l'université, j'ai eu toutes les opportunités du monde. Toutes. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs, jeune fille. Quand je dis erreur, c'est que ce n'est pas des erreurs personnelles. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de boisson, alcool. Il n'y a rien de ça. Il ne faut pas faire... Mais quand je dis erreur, c'est que j'ai été naturellement rebelle pour dire non à tout d'abord, avant de réfléchir, avec beaucoup plus de sagesse. À aucun moment, mes parents ne m'ont puni. Aucun moment. Ils ont investi, et ma mère était assistante sociale. Elle est sortie de l'ENAS, pour ceux qui savent, l'ENTSS. Mon père était magistrat, mais magistrat digne, il n'est pas allé chercher des milliards. Au moins qu'on soit clair. Et je garde ma tête toute haute en le disant. Et donc j'ai grandi dans cet espace-là. J'ai été en France, ils ont investi énormément. Je n'ai pas fait l'école publique en France, j'ai fait l'école privée. Ils ont payé beaucoup de millions pour que j'y aille. Je ne suis pas rentrée avec des diplômes. Je suis allée plutôt travailler avec des personnes atteintes de trisomie 21 en mon temps libre, ce qui a presque gâché mes études parce que j'ai préféré être là-bas que d'aller dans un cours où le prof ne m'aimait pas, parce que je disais non, etc. Jusqu'au jour où, paf, je me retrouve, j'ai raté mon examen d'État et il fallait choisir. Soit je fais comme tous les autres étudiants qui préfèrent rester par tous les moyens nécessaires, ou qui ont osé appeler, j'ai appelé ma mère, au sortir du centre d'examen, pour lui dire « Maman, je n'ai pas réussi ». Elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Ouais ». Et je lui dis l'année dernière, la préfecture de Paris m'a dit que si je ne réussissais pas mon examen, je n'aurais pas de renouvellement de visa.
C'est ça la réalité. Ma mère m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je veux rentrer. Je lui ai dit, d'accord, je vais en parler à ton père. Je suis rentrée. Mais ils m'ont appris une chose. Avant de rentrer, prépare-toi à ce que tu as envie de faire. Je me suis débrouillée, j'ai trouvé un travail au ministère de la Famille et j'ai travaillé avec les enfants talibés. Donc quand je rentrais là, je peux en parler avec beaucoup de liberté. Parce qu'à l'époque, il ne fallait surtout pas que les parents sachent que je suis rentrée sans diplôme. Tout ce qu'ils savaient, c'est que je suis rentrée, j'ai travaillé directement à Naborso, dem le liguer. Elle est partie au travail. Et c'est comme ça que ça a été. Aucun moment jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre, ils ne m'ont jamais dit « tu ne vaux rien ». Ils ne m'ont jamais dit « tu n'as pas fait de bons choix dans ta vie de jeune femme ». Ils m'ont laissé faire et ils ont encadré. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que nous devons voir le Sénégal, cette jeune nation, comme notre enfant. Nous devons être des parents responsables. Les jeunes sont là, mais le jeune qui ne sait pas lire, qui va jusqu'à l'université, ce n'est pas de sa faute. Il faut être réaliste. Moi, j'ai vu des personnes qui, pour des raisons politiques, ces dernières années, ont réussi à atterrir dans une classe de primaire en tant qu'enseignant. On néglige cette phase de l'enfance en se disant, bah, tiens, c'est pas grave, on lui apprend I-O-A-E, c'est pas dramatique, il va oublier. Alors que c'est le moment où le cerveau enregistre le plus de choses et c'est essentiel. L'enfant qui grandit dans ces conditions-là, mais l'enfant ne va pas, c'est naturel. Il va aller grandir avec ce qu'il sait. On dit en Wolof, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est pas possible. C'est impossible de le faire. La culture, oui. Ton ton point de vue, c'est ça. Mais moi, comment je vois la culture, c'est que déjà, on a perdu beaucoup de gens de valeur dans le milieu de la culture. Je ne sais pas si vous le connaissez, je connaissais un calligraphiste qui habitait à Pékin. Mais comment il s'appelle encore, le vieux là, Eliman Fall. Le vieux Eliman Fall. Magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un fait des calligraphies comme lui? Je n'en sais rien. Il est parti. Il y a d'autres artistes magnifiques qui sont partis et que peut-être d'autres n'ont pas pris la relève ou ils ont pris la relève avec leur propre signature. Donc il faut qu'on reconnaisse la signature de ces nouveaux qui sont arrivés. Plutôt que d'aller vers là, on est nostalgique. Oui. On a le droit d'être nostalgique. Trop nostalgique des fois. Parce qu'il y a un gap de génération. Il ne faut pas qu'on le néglige. On ne peut pas exiger de cette nouvelle génération ce que les anciens ont laissé comme héritage. Ce n'est pas possible. La réalité, elle est autre. Les disponibilités sont autres, les options sont autres pour cette jeunesse-là. Il y a eu des moments pendant ces dernières années où les jeunes ont fait des choses, je ne suis pas d'accord. Comme tu dis, sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas d'accord, on te flingue. C'est vrai. C'est pas parce que j'avais peur de ne pas dire ce que je pensais. Mais il faut comprendre ces jeunes et c'est pourquoi ils l'ont fait. Quand on les comprend, on les accompagne. Arrivé un moment, et ils ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux. Ils sont allés voter massivement. Ils sont allés jubiler avant même qu'on ne dise Bassirou Diomaye Faye a gagné. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils connaissent, ils ont appris des anciennes alternances, ils ont appris des réalités politiques. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, s'il y avait silence, il faut dire la vérité. Tout le monde sait que s'il y avait silence aujourd'hui, s'il n'y avait pas la diaspora qui a émis ces milliards dedans, s'il n'y avait pas tous ces petits bracelets qu'on vendait, etc., etc., donc les populations ont fait leur choix, ils ont joué leur rôle pleinement. Tous les secteurs ont joué leur rôle. Les médias qui ont dit oui, ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas fait ceci, cela. Mais en Wolof, on dit bien que le central, je ne sais pas si je pense que je viens de mélanger deux proverbes, mais vous avez compris. Mais tout ça pour dire quoi? Honnêtement, hein, on ne peut pas être quelqu'un qui bénéficie de l'argent d'un État sur plusieurs milliards pendant un moment et après venir vouloir dire non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Tu vas prendre du recul, tu vas revoir ton vocabulaire, tu vas essayer de voir comment survivre toi-même avant de faire survivre les autres. Tout le monde sait que le milieu du média aujourd'hui a énormément souffert
de promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'ici. Si ces promesses avaient été tenues, les médias, les assises des médias n'allaient pas se tenir récemment. C'est ça la réalité. On a passé des mois à réfléchir et travailler en commission sur ces assises des médias-là. Si ça existe aujourd'hui, mais c'est parce que tout simplement, toutes les promesses qui ont été faites à l'époque n'ont pas été respectées. Est-ce que c'était l'occasion d'attendre la dernière minute pour en parler? Pourquoi ils n'en ont pas parlé plus tôt? Ça, c'est mystère et boule de gomme. On ne peut pas savoir. Il y a des réalités peut-être qu'on ne maîtrise pas. Mais tout ça pour dire, chacun a joué son rôle. Qu'on soit positif, on a joué son rôle. Qu'on soit négatif, on a joué son rôle. Qu'on ait été neutre, on a joué son rôle. Et que forcément, il a fallu que le Sénégal traverse ce qu'il a traversé pour mesurer à quel point le Sénégalais est capable de résister, à quel point le Sénégalais est capable de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Absolument. Et on l'a su. 3 alternances, moi je pense qu'il faut applaudir le Sénégal, il faut être fier du Sénégal quand on voit ce qui se passe dans la sous-région. On a frôlé le truc là, comment ça s'appelle? Le coup institutionnel. Heureusement que ça n'a été qu'institutionnel, ça n'a pas été militaire. Combien de pays autour de nous ont vécu des coups militaires et qui subissent encore aujourd'hui? À côté de ça, leurs peuples sont fiers d'eux. Ouais. Mais vous voyez alors comment la perception elle est différente. On ne déteste pas la France. Non. Le Sénégalais ne déteste pas la France. Non. Le Sénégalais est un homme de paix. Aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe. Il a fallu qu'on jubile. Quand je dis on, nous sommes tous Sénégalais là. Il a fallu que les Sénégalais jubilent. Tout de suite, la tension est descendue. Ouais. Tout de suite. Les gens sont devenus... On se réveille le matin, on se félicite entre nous comme si on était le porteur de ce changement. C'est à saluer. C'est à saluer. Moi, je ne critiquerai pas dans ce sens-là. Je pense que critiquer voudrait plus voir ce qu'on a laissé, l'espace qu'on a laissé aux organisations internationales pour agir là où le Sénégal devrait agir pour ses enfants avant. À Kédougou, dans le près de Saraya, il y a une école, il y en a plusieurs, mais c'est l'école Test, où une ONG française qui s'appelle Bibliothèque sans frontières est allée amener des box offline. C'était box internet offline, parce qu'ils n'ont ni courant, encore moins internet. Ils ont réfléchi à un box offline qu'ils distribuent à l'école pour que les enfants, à défaut d'avoir le courant, à défaut d'avoir Google, comme tous les autres enfants du pays ou du monde, au moins ils ont les cours nécessaires, les recherches nécessaires qu'ils devaient faire, ils l'ont dans ce box-là. Et avec leurs moyens très maigres, c'est-à-dire le maître, il va mettre au mur, ils n'ont pas de tous ces beaux tableaux blancs qu'il faut mettre pour mettre le truc. Le mur, il est bleu, ou il est vert, l'image va sortir. Et on va montrer des photos, on va montrer des vidéos de personnes qui sont à l'autre bout du monde, qui sont en train de faire des choses qui vont réveiller le sens chez l'enfant. Et c'est ça qui est important. D'accord? C'est ça qui est important. Maintenant, c'est en place. Ok, c'est déjà fait. Ok. Comment le Sénégal, à partir de maintenant, peut prendre cette relève-là, en coopération avec qui on veut, c'est pas le plus important, mais comment on peut récupérer là où on a échoué. Des milliards on entend chaque jour. Tout s'arrête à Dakar. Vous sortez de Thiès, Mbour, c'est les Occidentaux qui ont construit Mbour. Saint-Louis, ça appartient aux Français. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça la réalité. D'accord? Dans le sud, toutes les belles maisons qui sont côté Djembering en descendant, toutes ces belles, au Cap Skirring pour être plus large, toutes ces belles maisons. Mais c'est des Français qui habitent dedans. Enfin, des Européens. Oui, des Européens. Disons Européens. Je parle français à tout le monde, donc peut-être que je me trompe là. C'est vrai, parce que je parle français à tout le monde quand je vais. Hein? Quel est le rôle de la France dans tous les... On va y revenir, mais moi je pense que le plus important, c'est de voir combien on a donné. Et le Sénégalais est très généreux. C'est l'Africain qui est généreux. Quand je pense à... C'est l'Africain qui est naturellement généreux. On a un invité, on lui donne tout. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on accepte de partager et quel est le rôle qu'on doit avoir, quelle est la position qu'on doit avoir si on accepte d'apporter notre propre signature à certaines choses. Absolument. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à ça. On ne peut pas insulter des efforts, quel que soit Kédougou. Vous pensez que, d'ailleurs Kédougou, ils ont voté pour Amadou Ba.
Ils ont voté Amadou Ba, hein. La plupart des gens là-bas, ils ont... Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Je sais que peut-être certains sont partis là-bas. La mine qui est là-bas, les ressources minières, les Sabadola et autres. Vous savez ce qu'ils viennent, vous savez ce qu'ils viennent faire quand les patrons des mines, je parle en français très bilingue là, les patrons quand ils viennent, est-ce que vous réalisez que les appartements de Kédougou coûtent plus cher que les appartements de Dakar? Oui. Un petit appart va coûter 350 000 francs, alors qu'un petit appart ici va coûter moins cher. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui occupent ces appartements-là travaillent dans les mines. Mais vous pensez que le landlord, là, celui qui loue, vous pensez qu'il va accepter d'arrêter toutes ces opportunités pour lui en se disant on est patriote? Non, du tout. L'école, le maître qui est avec le box offline là, les parents qui voient leurs enfants apprendre, connaître des choses sur Google, vous pensez qu'ils vont voter pour quelqu'un d'autre en disant qu'on est patriote? Non. La jeune femme que moi j'ai failli m'évanouir en 5 minutes parce que la voiture était tombée en panne sous la chaleur. Les femmes qui circulent, qui vont prendre les routes qu'on leur promet depuis des années, vous pensez qu'ils vont voter pour celui qui parle de patriote? Non. Vous savez ce qu'elles pensent? Elles se disent bientôt, on nous a promis, notre mère nous a promis que bientôt les routes seront réglées. Et c'est ça la mentalité de certaines régions de ce pays-là. Les priorités, il faut que les Sénégalais réfléchissent autour de ça. Et ça ne doit pas simplement s'arrêter à des discussions, ça doit s'arrêter à une... je ne sais même pas comment on va commencer. Je ne sais même pas. Parce que c'est très problématique, c'est très réel. Mais on ne peut pas négliger le passé, on ne peut pas effacer ce qui a été fait dans le passé. Je pense qu'il faut apprendre de ça. Et le Sénégalais, en tout cas dans son début d'histoire de l'alternance, a appris la leçon. Première alternance réussie, deuxième réussie, troisième réussie, quoi que ça nous a coûté. Tous les pays du monde ont traversé des moments difficiles, tous les pays du monde ont traversé des crises pour arriver à leur développement. L'opportunité du Sénégal